Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on reçoit Éric Bédard. Salut, Éric. Salut. Nous sommes engagés publics. Donc, c'est ça, on reçoit Éric Bédard. Éric qui est venu nous parler de son livre Années de ferveur, 1987-1995, récit d'une jeunesse militante. Je le montre, Éric, parce qu'il y a eu une réédition. Hein? Oui, exactement. Et c'est le livre qui est paru à l'origine en 2015 pour le 20e. Mais là, en 2015, il y avait une élection fédérale. Ben oui. Les libéraux étaient de retour au pouvoir. Il y avait un creux de vague. Donc, le livre, était un peu passé sous le radar. Puis là, pour le 30e, on a eu l'idée de le rééditer en livre de Chez poche. Boréal. Chez Boréal, oui. Je le remonte encore. Oups, ça peut, je vais mettre la bonne caméra. Je le remonte encore parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Puis, particulièrement, en tout cas, moi, j'invite les jeunes à s'y intéresser parce que ce qui m'a marqué, Éric, merci premièrement de me l'avoir offert comme ça, mais aussi de l'avoir porté à ma connaissance parce que c'est tellement d'actualité avec la recrudescence qu'on voit, qu'on sent chez les jeunes actuellement. Je pense qu'il y a des choses là-dedans. Il y a comme une transmission générationnelle, sans vouloir te vieillir. Non, mais j'assume mon âge. J'assume, qui va être passionnante. Écoutez ça parce que c'était pas d'emblée gagné, là. Non. Vous n'aviez pas les conditions. On aime parler de conditions, hein? Ouais. Quand on parle d'indépendance, de souveraineté, mais vous n'aviez pas les conditions que cette espèce justement d'entrain-là qu'on sent chez les jeunes aujourd'hui à l'époque. C'est ça. Alors, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, on peut présumer que les jeunes en 1995 ou les jeunes au début des années 90, que c'était comme dans la poche, que tout le monde était souverainiste, il y avait une vague incroyable au plan historique. Eh bien, justement, je raconte dans ce livre qu'il y avait déjà un spin qui était, parce que là, en 95, on n'est plus en 90. C'est-à-dire qu'en effet, il y a une incroyable ferveur au lendemain de l'échec de l'accord du Lac-Meach. Hein, c'est ça. De juin 1990. Il y a une Saint-Jean mémorable et puis il y a une fièvre qui s'empare des Québécois durant ces mois-là, cette année-là en particulier. Mais 5 ans plus tard, la fièvre avait un peu passé et puis là, l'eau avait coulé sous les ponts et il y avait un spin qui revenait beaucoup que ça n'intéresse plus les gens. Ça n'intéresse pas les gens. C'est une vieille affaire. C'est une affaire de boomer. Et aussi en contexte de montée, d'arrivée, de surgissement de l'ADQ. L'Action démocratique du Québec fait élire son premier député en 1994, Mario Dumont. Et donc, il y a des gens qui disent, vous voyez, les jeunes ne sont pas tant souverainistes que ça. Regardez, parce que Mario Dumont était comme le jeune, le politicien de l'avenir. Je dis souvent en riant, c'est un peu le Gabriel Nadeau-Dubois de notre génération. Vous voyez, inversé, mais plus de centre-droit. Alors, mais il était bon, il était articulé. Et puis donc, il y avait le spin de les jeunes sont plus là, ça les intéresse plus. C'est une affaire de boomer. Et moi, ça me mettait hors de moi. Je me dis, voyons, je vois bien autour de moi que à peu près tout le monde est souverainiste, que quand la question va se poser, ils vont être là. Donc, quand dans les dernières années, j'entendais ce spin, ça me rappelait tout à fait la musique exactement. Dans les dernières années, on entendait ça tout le temps. Les jeunes, ça les intéresse plus, ils sont plus là. Oui, mais là, on n'en parle pas. On n'en parle jamais. Alors, ils sont plus là parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est pas d'actualité. Mais je croyais pas ça. Non. Puis, c'est pour ça que je trouve ça particulièrement intéressant, parce que sur ces bases-là, on partirait peut-être dans une meilleure condition pour un nouveau référendum qu'on pouvait l'avoir à cette époque-là, puis ça a donné des beaux résultats. Mais là, je t'arrête parce que je veux pas qu'on sorte tout de suite sur tout ça, parce que je veux reprendre un peu. En fait, ce que je te propose, c'est une entrevue où je vais te poser des questions qui m'ont amené à nous la faire, la mise en récit de ce livre-là. Évidemment, vous devrez aller l'acheter quand même parce qu'il y a du détail qu'on n'aura pas aujourd'hui qui est vraiment intéressant dans tout ça. Mais tu sais, c'est vraiment un livre qui décortique là, la mécanique de l'engagement. Puis c'est pour ça que, pour les engagés publics, c'était tout à fait indiqué. Puis c'était notre mission. Puis je voulais faire comprendre
un peu les coulisses de la vie d'un parti. Puis, tu sais, je me prends pas pour un autre. Je n'étais pas Jean-François Lisée en 95, je n'étais pas Jean Royer, je n'étais pas le conseiller de M. Parizeau. Là. Je me donne pas, dans ce livre-là, j'espère que tu l'as vu aussi, que je me donne pas une importance que j'avais pas. Mais moi, comme je suis un historien, tous les témoignages m'intéressent dans le passé. Et je me suis dit, j'ai quand même été un témoin. J'étais proche, mais pas dans le cercle le plus rapproché. Mais j'étais quand même président du Comité national des jeunes. C'est ça. Et j'étais donc sur l'exécutif national du Parti québécois. Et donc, j'ai côtoyé les dirigeants de l'époque. J'entendais, je sentais les choses. Et aussi, je tiens un journal. J'ai commencé l'habitude de tenir un journal en 1993. Wow. Je suis rendu à mon 15e cahier. Puis moi, c'est une habitude. Quand je rencontre des gens ou mes états d'âme, mais pour retenir quelque chose... T'écris tous les jours? Pas tous les jours. À peu près une fois par semaine, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et puis, mais j'ai gardé cette espèce d'habitude. Et donc, je me suis dit, je vais aller relire mon journal, je vais voir qu'est-ce que je raconte. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont lu mon livre en disant, mon Dieu, t'as une mémoire incroyable. Ben oui, mais c'est parce que j'ai noté ça à l'époque. Je prenais des notes. Ça vaut la peine. Et puis c'est ça, je me suis dit, ben ça peut peut-être à ce moment-là. Et je voulais, parce que les gens ont des fois une perception de ce qu'est la politique, des fois un peu cynique, un peu... je voulais montrer que... voilà, c'est ça. Donc, je voulais montrer un peu les coulisses de la politique. Puis, donc, ça s'inscrit dans la mission des engagés publics. Nous autres, c'est ça qu'on cherche. C'est un podcast-là, il cherche à comprendre les motivations qui mènent à l'engagement. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis un peu, je te dis, je suis stimulé par ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Juste un petit mot sur l'habitude d'écrire à tous les jours. Tu connais, je pense, Clément Laberge. Il fait ça, lui. Il écrit un petit peu, quelques lignes tous les jours. Puis il sort des affaires des fois. Là. Non, c'est ça. Non, mais c'est fort. Parce que moi, je suis parti aussi de l'idée. Moi, j'avais un grand-père qui aimait beaucoup la généalogie, puis il me parlait de mes ancêtres. Puis là, je me disais, imagine si un de mes ancêtres nous avait légué un journal de sa vie au 19e siècle. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. J'ai pas vu ça comme moi, je suis un personnage important. J'ai dit ça, c'est un legs à mes descendants, à mes enfants. Ils vont voir c'est qui leur père. Et puis voilà, c'est comme ça. Ouais. Puis un aide-mémoire aussi pour moi. Mais en même temps, c'est un récit personnel. Oui. Hein? C'est le récit de ton engagement. Exactement. On a dans ce livre-là, à travers tout ça, puis tu nous amènes dans les coulisses du référendum de 95. Écoute, Éric, je fais souvent cette blague-là aux auditeurs, puis à vos invités qui viennent. J'ai des longs CV, des fois. Tu sais, là, dans ton cas, puis à chaque fois, on dirait que je rencontre quelqu'un qui bat je vais essayer de voir un résumé, puis tu me corriges. Là, bon, évidemment, tu viens de le mentionner, tu es historien, on te connaît surtout pour ça, je pense. Mm-hmm. Professeur à l'université, à la TELUC, entre autres, tu as été aussi professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Exact, 2 ans. Spécialiste de l'histoire du Québec et du Canada. Une formation baccalauréat, évidemment, certificat en pédagogie, études à l'Institut d'études... études à l'Institut d'études politiques de Paris. 2 fois études à doctorat en histoire à McGill. Oui. Ça m'a un peu fait sourire. Oui. Ben, je me disais, on dit souvent que le doctorat, on doit sortir de son écosystème. Donc, il y en a qui vont à l'étranger. Ben, moi, j'avais l'impression d'aller un peu au Canada anglais, dans ma ville. À l'étranger. Oui, mais ça a été très riche. T'es Montréalais? Oui, moi, je suis un Montréalais. Mon père vient de Portneuf. Il est arrivé à Montréal à la fin des années 50. Il a marié une Montréalaise de Schlaga-Maisonneuve. Et moi, je suis né en 1969 à Montréal. T'es un gars de Schlag? Pas tout à fait, parce que mes parents vivaient plus dans Tétroville, un petit peu plus à l'est. À l'est. Et puis, je suis allé au collège Jean-Eudes, sur le boulevard Rosemont. Donc, je suis vraiment un Montréalais. Je suis très attaché à ma ville. J'aime beaucoup Montréal. Et c'est ça. Donc, je me suis dit, je fais une thèse en histoire du Québec-Canada. Aller dans l'Ouest. Aller à Toronto, ou je sais pas où. Je vais faire ça à McGill. Et puis, ça a marché. Puis, j'ai beaucoup appris. Ça a été riche pour moi. Je trouvais ça un petit peu comique quand même. Oui, je comprends. D'où tu arrives puis de tout cet engagement-là. Donc, je le disais tantôt, tu as été professeur à l'Université du Québec à Rimouski. Écoute, tu as tellement de collaborations au point de vue de la carrière universitaire que je pense, je vais juste vous dire, croyez-moi sur parole, il y en a plusieurs. Allez voir sur Wikipédia. Une présence médiatique importante. Tu as été souvent, on te lit dans des lettres ouvertes ou on fait appel à toi dans différents contextes pour venir recadrer, recontextualiser l'actualité
l'actualité Exact. dans certains cas. Des fois, tu sens le besoin de prendre parole, de prendre la parole toi-même. Oui, c'est ça. Mais là, depuis que je suis impliqué aussi au Musée national de l'histoire du Québec, je conseille, c'est pour ça que je suis de passage à Québec, et ça tombait bien qu'on se voit, mais je suis conseiller scientifique de Maxime Pedneau-Jobin. Alors, c'est sûr que, tu sais, là, il y a le référendum, puis j'ai rappelé mon engagement, mais sinon, tu sais, j'essaie de pas polémiquer, puis de prendre des positions trop tranchées, parce que c'est un projet qui se veut le plus fédérateur, rassembleur possible. Ça va être le Musée national de l'histoire de tous les Québécois. C'est pas un musée partisan, c'est un musée ouvert. Donc, voilà. Depuis quelques années, je suis plus... je suis moins dans mes opinions personnelles publiquement, oui. Puis, on le disait tantôt, en 95, au moment du référendum, tu étais président du Comité national des jeunes du PQ, ce qui est un peu comme le point central, finalement, de cette histoire-là qu'on va se raconter aujourd'hui. Engagé socialement, engagé intellectuellement, de nombreuses distinctions. Écoute, je veux pas te mettre je veux pas te gêner, là, parce que je sais que t'es quand même modeste, mais premier prix de la Journée du livre politique, prix Clio Québec, c'est quoi ça? Ça, c'est un prix de la Société historique du Canada pour mon livre Les Réformistes, 2009, qui était ma thèse. Ah, 2009, OK, moi j'avais 2010. Prix Richard 2010. Arès, 2012. Membre de l'Académie des lettres du Québec depuis 2022. Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques de France. C'est quoi? Peux-tu nous l'expliquer? C'est un ordre qui distingue les chercheurs, les professeurs, les éducateurs. Okay, et puis, moi, je suis un grand... j'aime beaucoup la France. Alors, voilà, on m'a remis cette distinction-là en 2023. Et, je sais pas comment dire, producteur, rédacteur de nombreuses œuvres. As-tu fait des capsules télé ou de la vidéo? Non, mais un jour, j'ai un projet, mais je vais le garder pour moi, mais j'ai parlé avec des gens proches de toi, et puis j'ai un projet de balado peut-être un jour, mais voilà, écoute, on en reparlera. Oui, il va falloir qu'on en reparle certainement. Moi, je lève la main, en tout cas, si tu as besoin d'aide. Puis, je pense que tu as des liens aussi avec Savoir Média, ça se peut-tu? En fait, c'était plus MaTV. J'ai été dans un beau projet qui se termine justement en ce moment, qui s'appelle Figures marquantes de notre histoire. Oui. Donc là, j'ai reçu à la Grande Bibliothèque un partenariat. C'est une initiative de la Fondation Lionel Groulx, dont j'ai été longtemps vice-président, mais je me suis retiré depuis que je suis au musée. Et donc, la Fondation avait eu cette idée, tu sais, de s'adresser au grand public, tu sais, de faire de l'histoire pour le grand public. Et donc, j'ai interviewé 59 spécialistes sur 59 grands personnages de notre histoire, de 2015 à 2023. Et on a décidé d'en faire 3 ouvrages, Figures marquantes, tome 1, 2, 3. Et le dernier vient de paraître. Alors, c'est par thème, donc lutter, inspirer, bâtir. Ah, c'est génial. Et c'était diffusé sur MaTV. C'est pour ça que la confusion. Mais les gens mélangent souvent MaTV parce que TéLuc, MaTV, Savoir Média, tout ça est mélangé. Raison, oui, alors MaTV, c'est la chaîne, vous savez, de Vidéotron. Alors, voilà, c'était capté par Vidéotron. Bon, comme je disais, donc, producteur de nombreuses œuvres, dont on revient à... C'est mon lien vers les années de ferveur, 87-95, récit d'une jeunesse militante. Tu nous plonges immédiatement au matin du 30 octobre 95. Pourquoi tu as commencé? Parce que je pense que c'est un peu comme... Il y a des journées comme ça, historiques. Tout le monde se souvient d'où on était, qu'est-ce qu'on faisait. Et puis, le 30 octobre, si on pense à des gens de notre génération, je veux pas te vieillir, je sais pas quel âge. T'as quel âge, toi, en ce moment? 53. Bon, alors, on a presque le même âge, j'ai 55. Donc, notre génération, je pense qu'on a tous été marqués par cette journée du 30 octobre. Donc, je voulais commencer par ça. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti de Carl Leblanc sur Jour de référendum. Donc, on revient sur cette journée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça douloureux de voir ça, de revivre ces émotions-là. Alors, je voulais comme ça, commencer sur cette journée fatidique, historique, et la décrire de mon point de vue. Comment moi je l'ai vécu, comment ça s'est passé, même si je vais pas jusqu'à la soirée, là, ça c'est à la fin, mais le jour, quand je suis allé voter. Et d'ailleurs, j'ai des questions là-dessus, mais continue. C'est ça. Et donc, comme je le raconte dans mon livre, et même dans le documentaire de Carl Leblanc, c'est que donc il y avait beaucoup de monde, c'était une belle journée, je vais voter, et à mon grand étonnement, quand je viens pour voter, surgit en moi le passé. Alors moi, je suis très attaché. Je suis un historien. Peut-être que c'est un peu fatal, mais moi, c'est le sens de mon engagement. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que la souveraineté va assurer la pérennité d'un héritage.
Et donc, je suis comme imprégné, surgit en moi, je pense à tous ces gens qui ont bâti le pays, toutes ces générations d'hommes et de femmes. Puis là, en ce moment, justement, je suis dans un livre sur la Nouvelle-France. Donc, il faut imaginer les conditions concrètes du colon, de l'habitant, du milieu du 17e siècle, qui fait de la terre, la dure vie, les éléments, les menaces, le climat, après ça, les coureurs de bois. C'est une histoire assez extraordinaire. Des fois, on a l'impression, parce qu'il n'y a pas de révolution puis de guerre, que ça vaut même pas la peine de s'y intéresser. Mais moi, je ressens une très grande émotion quand je pense à tous ces, il y a un legs tous de ces valeur. ancêtres. Exactement, un legs. Puis aussi, c'est pas pour rien si on a été très fort dans la coopération, le mouvement coopératif des jardins, mais il y a eu des coopératives de pêcheurs en Gaspésie. Si le mouvement coopératif a été si fort, c'est parce que nous autres, la solidarité, elle est un peu organique. Il fallait être solidaires entre nous. Dans le régime seigneurial, il y avait ce qu'on appelait la corvée. C'est-à-dire, une fois par année, il fallait donner du temps aux seigneurs. Les gens n'avaient pas trop le choix, on va me dire, là, mais quand même, ça a créé une sorte de solidarité organique. Donc, nous, la solidarité, c'est pas juste des discours. Il fallait être solidaires entre nous pour survivre. Il fallait aussi, il fallait avoir des bonnes relations avec les Autochtones pour survivre. Ils nous ont énormément aidés. Ils nous ont guidés. Ils nous ont permis de comprendre le territoire. Donc, on dirait que c'est tous ces souvenirs-là qui remontaient à la surface au moment de dire oui. Je dis oui dans le sens que, voilà, les ancêtres sont là. Je pense à eux. Alors qu'une campagne référendaire se fait sur l'avenir, Ben sur oui. des promesses, Ben un regard tourné vers l'avenir, tu t'es retrouvé dans l'isoloir cette journée-là. Puis, écoute, je vais te la poser, ma question. Moi, il y a un concept qui m'intrigue, puis que j'ai jamais l'occasion de parler de ça, mais tu es la personne tout idéale. C'est le concept du droit des morts. Ah, oui. Oui, c'est intéressant, oui. Tu sais, justement, cette espèce de legs de valeur-là le donnerait un droit à influencer notre futur, même s'ils sont plus présents. Qu'est-ce que tu peux dire? C'est-à-dire que ma vision, c'est que, tu sais, une société, une nation, il y avait un grand penseur français qui s'appelait Ernest Renan au 19e siècle. Qu'est-ce qu'une nation? Et il a inventé cette formule qui a fait mouche, c'est nation, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire qu'à tous les jours, c'est comme un genre de contrat avec les gens du présent pour dire, ben, on reste ensemble, puis on continue, puis on est solidaires, puis voilà. Tu sais, un peu comme on fait avec notre femme, peut-être. À tous les jours, on se dit, on s'aime, on continue, on lâche pas. Ben, à l'échelle d'une nation, ce serait la même idée. Mais ce qu'on oublie avec parfois cette définition, c'est que la nation, c'est aussi un legs. Un pays, c'est un legs de gens qui ont construit avant nous ce pays. Et puis, on n'est pas prisonnier. Tu sais, quand on est des héritiers, parce qu'on est des héritiers. Moi, je suis le 11e, 12e de ma lignée. Quand on est les héritiers, on n'est pas obligé de tout prendre non plus, là. Tu sais, on a un droit d'inventaire. Quand on reçoit un héritage, on peut dire, bon, ça, c'est daté, là, ça, on met ça de côté. Mais ça, c'est riche. Ça, on a des leçons à tirer de ça. Donc, en effet, une nation, c'est fait des vivants du moment, qui sont solidaires, qui sont dans une sorte de contrat, mais c'est aussi un legs de gens qui ne sont pas là pour parler, mais sans lesquels ce patrimoine dont on hérite n'existerait pas. Et moi, je suis pétri par ça, je suis très influencé par ça, peut-être, mais tu sais, ça prend de tout dans une société. Je sais très bien que beaucoup de souverainistes qui sont pas du tout sensibles à ça. Eux autres, ils rêvent de l'avenir. Ils pensent à la nouvelle société qu'on va construire, plus solidaire, plus féministe, mais plus démocratique. Mais qui trouve quand même des bases dans des valeurs de solidarité puis de coopération. Je pense, oui. Que tu évoquais déjà de 10 minutes. Exactement. Alors moi, je pense qu'en effet, ça n'est pas de nulle part. La pomme tombe pas trop loin de l'arbre. Donc, on a été... tu vois, le livre en ce moment qui a gagné le prix Goncourt, La Maison vide, l'auteur répète beaucoup. Il dit, on s'en rend même pas compte des fois à quel point on a été marqué par des expériences de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On hérite de ça, des fois à notre insu. On appelle ça des atavismes. C'est peut-être la même chose avec les Québécois. Nous aussi, on hérite de toutes sortes de choses. On n'aime pas le conflit. On n'aime pas les extrêmes. Ça, hier, je faisais une conférence à un cégep, puis il y a une jeune femme, il dit, est-ce qu'on pourrait, si on vote pour le oui, avoir un Trump? Ben là, je dis peut-être, là, je veux dire, on est dans une démocratie, mais dans notre histoire, là, on n'a jamais été vers les extrêmes. Jamais. Autant l'extrême droite que l'extrême gauche. Mais puis là, je ne veux pas me mettre à... Tu vas nous parler comme historien.
Mais le fédéralisme ne nous protège pas de ça, de toute façon. C'est bizarre, de cette espèce Oui, d'association-là. mais c'est comme si on n'avait pas confiance en nous quand on dit ça. Effectivement. C'est un manque de confiance en nous. Carrément. Laissé à nous-mêmes, on serait dangereux. Ouais. Il y avait de ça là, dans le discours fédéraliste depuis les années 50. Pierre-Éliott Trudeau, il y avait beaucoup de gens qui disaient que finalement, la démocratie, on ne l'avait pas gagnée. Elle nous avait été donnée par les Britanniques comme un cadeau. Et que si ça avait été que de nous, on serait dans une société plutôt fasciste parce qu'on aime ça avoir les chefs. Mais Pierre-Éliott Trudeau a écrit ça en toutes lettres dans la revue C'était libre dans les années 50. Alors que on avait la fabrique, on avait la paroisse, on a été très tôt familiarisé à la communauté, aux discussions d'habitants entre nous, perron de l'Église. Je lisais un livre sur la seigneurie de la Prairie. Il raconte ça, l'historien. Il dit, les gens se réunissaient sur le perron de l'Église, réglaient des choses. Très tôt, les habitants ont dû se réunir. C'était des grandes familles, mais ils ont dû se réunir pour essayer de réfléchir à l'avenir. Non, on a eu cette habitude tu sais, mais bon, voilà. Donc, non, on a une fibre démocratique. Je pense qu'on n'a pas du tout rien à envier aux autres. Tantôt, je riais parce qu'on a déjà 20 minutes de podcast. On n'a même pas commencé. Je n'ai même pas posé ma première question parce que je t'ai posé genre la 8e. Oui, parce que je parle beaucoup. C'est ça, les profs. C'est fascinant. Ma fille dit, on pèse un piton puis il part. Ça part. Fait qu'il faut m'arrêter. Oui, mais tu sais, il y en a, on pèse un piton, ça part puis c'est pas intéressant. Là, au moins. Merci, t'es gentil. Oui, je prends le. OK, je vais te ramener dans ce cas-là au livre puis sur ce qui t'a poussé à t'engager si jeune en politique. Tu te décris toi-même comme une locomotive à cet âge-là. Explique-nous un peu cette motivation-là puis cette image-là de locomotive. Tu sais, les baby boomers nous ont un peu cassé les oreilles avec... Toi, t'es un X. Moi, je suis un X. Je suis né en 69. Et les baby boomers nous ont beaucoup parlé des années 60, puis eux autres, c'était une jeunesse revendicatrice, puis c'était une époque extraordinaire. Mais avoir 20 ans en 1990, c'était quand même extraordinaire. C'était une période de très grand espoir. Tu sais, c'était la chute du mur de Berlin. Au niveau international, là, chute du mur de Berlin, résurgence de tous ces pays d'Europe de l'Est qui avaient vécu là, sous une chape de plomb, résurgence des républiques soviétiques qui faisaient leur indépendance, de la Géorgie, l'Ukraine et tout ça. Nation, liberté, c'était synonyme. Aujourd'hui, nation, ça fait repli, ça fait xénophobe. À l'époque, en 90, nation et individu, tu sais, nation et liberté, ça va ensemble. Et donc, j'étais comme... puis il y avait une chanson de The Scorpions, Winds of Change. C'était dans l'air. Il y avait de l'espoir. Tout était possible. Il y avait des vidéos où on voyait des Allemands détruire le mur avec cette chanson-là. Exactement. Mais c'était beau, c'était inspirant. Puis nous, on arrive, on a 20 ans à ce moment-là. Écoute, on est chanceux quand tu compares ça à d'autres jeunes de d'autres époques. Tu sais? Alors oui, c'était une... Et là, au Québec... on s'inscrivait là-dedans. Tu sais, on nous dit les années 60, c'était la décolonisation. Mais dans les années 90, le Québec était dans la phase de l'histoire. Là, on a reçu une gifle. Le Canada anglais dit, vos 5 conditions minimales, là, on n'en veut pas. Vous êtes une province comme les autres. Prenez votre trou, en gros. Et là, c'est comme ça, en tout cas, que c'est reçu par les Québécois. Puis là, on arrive dans une époque d'effervescence de pays qui font leur indépendance. Václav Havel, un poète qui a été emprisonné, président de son pays du jour au lendemain. Lech Walesa, un mineur, devient président de son pays. C'est extraordinaire ce qui se passe. Tout est possible. Puis au Québec, on est pétri par ça. Et moi, je suis habité par ça. Et puis, comme bien des gens de mon âge, tout est possible. Et je pense à la phrase de Gaston Miron, « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence. » J'avais la conviction que j'arrivais à ce qui commence. Et puis, et donc, les sondages sont dans le tapis sur la souveraineté, tout est possible. Et là, donc, je suis enthousiaste, je crois que tout est possible, et déjà, j'étais indépendantiste. Je suis devenu indépendantiste dans mon cours secondaire. J'avais eu un bon prof d'histoire, et puis j'étais devenu indépendantiste, et puis, ben, tu sais, comme quand on est jeune, on est très radical, alors donc Pierre-Marc Johnson, au milieu des années 80, il était trop modéré, c'était pas trop ma tasse de thé, puis là, arrive Jacques Parizeau. Ça a été ta rencontre ou ta connaissance. Quand on parle de rencontre, on parle de rencontre. Oui, mais là, écoute, j'étais un jeune de 18 ans dans une salle. Là.
Avec Jacques Parizeau, ça a été Ouais. une étincelle. Ah, ça a été une étincelle. Alors, je raconte l'anecdote, c'est-à-dire, là, je vois une affiche dans mon cégep de Maisonneuve, Jacques Parizeau, il était à sa campagne à la chefferie, mais il était le seul candidat, mais il faisait une campagne à la chefferie quand même. Et, tu sais, réunion dans une salle paroissiale de l'Est de Montréal. Moi, je me pointe là, je connais personne. J'ai 18 ans, je connais personne. Je vois des jeunes qui s'affairent à des tables. Je les trouve beaux. Ils ont l'air engagés dans l'action. On est en 88, là. Donc, un peu avant, on recule un peu avant la chute du mur de Berlin. Mais, alors, et là, j'arrive dans cette salle, il n'y a personne. Je m'assieds au premier rang. J'arrive tôt pour être sûr d'avoir une bonne place. Et là, au début, c'est Gilles Barry, André Boisclair. Ils sont sympathiques. Tu sors des noms. Des noms que les gens ont oubliés, mais des gens sincères. Gilles Barry, j'ai milité. Animateur de radio à Québec. Oui, maintenant? Ah oui, maintenant? Non, mais j'ai perdu je sais de pas, vue. moi non plus. Là, OK. Mais Il a été. Il était animateur, je pense, à CJRP. Tout à fait. Un truc comme ça. Oui. Alors, Gilles Barry, il avait été élu, il avait battu Camille Sanson en Abitibi. non, mais en 85. des noms, oui, je le sais. merveilleux. Puis là, il y avait une aura. Puis là, il avait déménagé à Montréal, il s'était présenté dans Bourget, je l'avais aidé, c'est là que je l'ai connu. Donc, il avait parlé pour réchauffer la salle, tu sais, lui, André Boisclair. Fait qu'il se faisait attendre, M. Parizeau se faisait attendre. Puis c'était le Jacques Parizeau d'avant Lisette Lapointe, c'est-à-dire avec son 3 pièces, un peu plus corpulent qu'il est devenu par la suite, le vieux style. Il avait l'air d'un banquier suisse, là, tu sais, il avait pas l'air d'un chef politique, puis très professoral. Fait qu'il se pointe finalement. Et là, comme on est tous des jeunes, il nous parle des frais de scolarité parce que le gouvernement libéral de l'époque voulait les dégeler. Lui, déjà. J'ai un bon sujet pour vous autres, les jeunes. Ben là, tu sais, nous autres, on est tous des indépendantistes. On n'est très pas là pour entendre inspirant. parler des frais de scolarité. Mais il nous parle de ça. Il veut bien faire. Et puis là, il s'arrête, puis il tremblotait un peu, M. Parizeau, déjà à l'époque, puis il prend sa gorgée d'eau, donc ça prend un peu de temps. Puis il y a un jeune du fond de la salle qui écrit « Et la souveraineté dans tout ça, M. Parizeau? » J'y arriverai. Et là, il dépose... Mais là, moi, je le connais pas, Jacques Parizeau. Fait que là, il devient un peu rougeau. Il prend son temps, puis là, je dis, là, il va dire, hey, toi, comme, tu sais, c'est moi qui parle, là. Je sais pas, je pensais qu'il était fâché, il était rougeau, il regarde pas le jeune homme qui l'apostrophe au fond de la salle. Et là, il dit juste, justement, j'y arrivais. Justement, j'y arrivais. Et moi, là, je ressens, c'est une décharge électrique. C'est-à-dire que l'énergie a traversé. Il y avait une conviction, là, en béton armé, là. J'y arrivais. Ben oui, je suis ici pour ça, pour vous parler de ça. Il commence. Puis franchement, j'ai oublié ce qu'il nous a dit, parce que c'était l'argumentaire souverainiste classique. L'émotion. Oui, voilà. C'est ça, hein, la politique aussi. Ben, c'est ça, c'est des affects. C'est la mémoire, mais c'est des affects, la politique. C'est des émotions. Ouais. Et là, je suis électrisé. Je vois un homme qui aurait pu faire bien d'autres choses que de la politique. C'est un grand économiste, professeur d'université, grandes écoles. Il aurait pu faire une carrière incroyable en dehors de la politique, mais il avait décidé de s'engager parce qu'il y croyait. Et ça, là, quand tu as 18 ans, tu le sens. On a tous besoin, quand on est jeune aussi, de mentors, de gens inspirants. Et lui, il incarnait ça. Puis ce que j'aimais avec lui aussi, c'est qu'il se la jouait pas friendly, là. Hey, on a fait les 400 coups, tu sais, parce que des fois, les politiciens, ils veulent créer une familiarité un peu faunée. Un peu faunée, tu sais. Exactement. Ils veulent bien faire, mais ça marche pas. Alors lui, il jouait pas du tout dans ce film-là. C'était vous, monsieur. Mais comme c'était un intellectuel, c'était un homme d'idées. T'avais beau avoir 18 ans, 25 ans, être bardé de diplôme, tu y poses, Monsieur Parizeau, vous pensez pas que... Alors moi, je m'approche un peu comme un groupie de lui, puis on l'entourait. Puis là, je lui pose une question, je me souviens pas c'est quoi, puis il me regarde, il dit, oui, j'y ai pensé. Mon Dieu, il me prend au sérieux. Mais oui, parce qu'il travaille toujours avec des jeunes. Quand t'es prof, si les jeunes te soumettent des idées, il faut que... Bon. Alors, ça a eu un effet extraordinaire. C'est là que j'ai pris ma carte du PQ. Je trouve ça fascinant, ça, parce que moi, je travaille beaucoup en marketing, en publicité, publicité numérique. Puis on me demande souvent, c'est quoi une des meilleures façons d'approcher? Puis on me le demande pour les jeunes, alors que moi-même, je ne représente pas le groupe. Mais ce que je réponds souvent, c'est adressez-vous à leur intelligence. Ah oui, tellement. S'il vous plaît. Ah oui, exactement. Faites-leur confiance. Hier, écoute, j'étais bombardé de questions. J'étais allé parler au cégep de Sainte-Foy. Puis c'est ça, tu sais, Puis moi, je me dis toujours, quand j'étais avec un jeune, là, un peu éveillé, je me dis, ce gars-là, là, il peut être, ou cette fille-là, il peut être ministre dans 10 ans, 15 ans, il peut faire une belle... Tu sais, respecter la personne. Être jeune, c'est passager.
Non, mais c'est comme un enfant. Tu sais, on reste pas dans son état d'enfance. On est appelé à grandir. Alors oui, ça c'est vrai. C'est un bon conseil. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui en ont des étincelles comme ça? Est-ce que nos jeunes là, qui en ce moment, il y a une recrudescence côté souverainiste, est-ce qu'ils vont avoir leurs inspirations? Moi, je peux pas parler à leur place, mais franchement, là, puis je sais que tu en reçois beaucoup. Es-tu confiant? Oui, je trouve qu'on a des bons politiciens. Je veux dire, j'ai écrit un texte le 30 octobre dernier pour dire le nouveau camp du changement. Peut-être tu voulais m'amener là, on pourra en reparler, mais tu sais, non, mais j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, c'est ça. Parce que c'est particulier, t'as un trio, là. Oui, parce que si on s'est approché si proche de la victoire en 95, c'est parce qu'on a fédéré beaucoup de gens autour du projet, dont Lucien Bouchard et Mario Dumont. Là, t'as un nouveau trio à nous proposer. Alors moi, mon trio de rêve, si on se relance dans un nouveau cycle souverainiste, ça serait pour les hommes, ça serait évidemment Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un bon politicien. Lui, il s'adresse à l'intelligence des gens. Je pense que c'est ça que les gens apprécient de lui. Mais j'aime beaucoup aussi Simon Jolin Barrette. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il est très solide. Il s'intéresse au fond des choses, au contenu. Des fois, à la CAQ, c'est pas mal sur la com puis sur l'instru. Mais lui, il est dans le fond, puis je le respecte beaucoup. Et Gabriel Nadeau-Dubois, je veux dire, c'est un très bon politicien. Il était très efficace. Je comprends encore pas pourquoi QS s'est pas mis à genoux pour le garder, parce que je trouvais que c'était un atout incroyable pour ce parti. Alors, pour moi, ce serait le trio de rêve. Pour les femmes, ce serait Ruba Gazal, je trouve aussi excellente, Véronique Yvon et Christine Fréchette. Je trouve ces trois-là, pour moi, c'est trois personnes, vous voyez, encore là, de contenu. C'est pas des faux-nez, ils sont sincères dans leur engagement pour le Québec. On sent que les trois sont là pour le Québec. C'est pas des carriéristes de la politique. Donc, c'est 6 personnes que j'admire beaucoup et je serais pas surpris qu'il y ait beaucoup de jeunes qui sont très impressionnés par ces gens-là, de toutes sortes de tendances, centre-droit, tu sais, tous les spectres politiques. Donc, moi, oui, on a vraiment des bons politiciens, je trouve, de hommes, femmes, et dans la quarantaine, je suis impressionné. Ouais. J'aimerais ça maintenant que tu nous parles de l'impact que Maurice Séguin a eu sur ton parcours, mais sur ton engagement. Oui. Alors, Maurice Séguin, là, pour les gens... C'est dans le livre. C'est quelqu'un qui est complètement... J'en parle pas de même, là. Non. Oui, c'est dans le livre. Alors, Maurice Séguin, c'est un historien qui a été très important, très marquant dans les années 50 et 60, parce qu'il y a eu une grande querelle entre les historiens dans les années 50 à 60. On se demandait, mais comment expliquer l'infériorité économique des Canadiens français? Tu sais, ça a été documenté dans les années 60 par la commission Laurando-Dunton. On voyait que les Canadiens français, c'est un des groupes qui étaient les plus pauvres au Canada. Pourquoi? Ça vient d'où? Puis là, il y avait 2 grandes écoles d'historiens. Il y avait une école à l'Université Laval, ici à Québec, puis il y avait une école à l'Université de Montréal. Et puis, l'École de Québec disait, au fond, c'est la faute de l'élite canadienne-française, trop conservatrice, trop tournée vers... Qui nous donne pas nos gens. Qui donne pas les curés, des réactionnaires, mais tu sais, c'était des gens aussi qui étaient très anti-Duplessis. Puis ils télescopaient ça dans toute l'histoire en disant, voyez, avec des Duplessis, ben, c'est ça qui fait qu'on est en retard. Puis tu avais l'autre école à l'Université de Montréal qui disait, non, tout ça commence avec la conquête. La conquête, ça a déstructuré, c'est ça. La conquête a déstructuré le peuple canadien de l'époque. L'élite est retournée en Europe. On a été laissés à nous-mêmes. Fascinant. Donc, on s'est tourné vers une agriculture de subsistance. On a fait notre possible. Et puis, ben voilà, les origines. Bon. Et parmi les historiens de l'École de Montréal, il y avait un peu un chef de file qui avait théorisé la chose, qui s'appelait Maurice Séguin. Maurice Séguin n'a pas beaucoup publié de son vivant. C'est pas un homme qui écrivait facilement, mais ses cours ont été très marquants pour des générations d'enseignants, cégep, secondaire. Moi, j'ai eu mon prof secondaire, il avait été marqué par lui. Et Maurice Séguin, moi, je l'ai découvert quand je suis devenu historien. Je me suis mis à lire les notes de cours qu'on a publiées par la suite, tout ça. Et Maurice Séguin, je veux pas partir sur un séminaire, pas dans un séminaire d'histoire. J'ai développé une vision un peu critique de sa vision, mais il y a une chose que j'avais retenue de lui, dans ses écrits. C'est qu'il se posait la question, qu'est-ce que c'est vivre? Ouais. Mais vivre, c'est agir par soi. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vivre, c'est agir par soi. Ça veut dire qu'au fond, pour un individu comme pour un peuple, il faut avoir le sentiment que lorsque ça devient crunchy, lorsqu'on est confronté à des choix,
que ces choix-là, on les a faits selon notre conscience et nos goûts personnels. Parce qu'on est entouré de gens, hein? Nos parents, notre conjointe, nos amis, ils peuvent nous faire une pression, dire « Ah, toi, t'es tellement bon là-dedans, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ou fais pas ci, ou fais... » Mais là, il faut retourner en soi-même et se dire « Moi, là, qui suis-je, premièrement, puis qu'est-ce que je veux faire dans la vie? » Puis quand il y a des moments clés, des moments difficiles, il faut être capable de se dire, ben, ces choix-là, je les ai faits librement, en toute conscience, et je les assume. Puis au seuil de sa vie, idéalement, de se dire, ben, j'ai peut-être pas fait toujours des bons choix, mais c'était toujours mes choix à moi. Vivre, c'est agir par soi. C'est une forme d'hymne à la confiance, à la responsabilité. Il faut avoir une certaine idée de soi pour être capable d'assumer ses choix. Parce que des fois... À l'affirmation. Oui, exactement. Il faut avoir une certaine idée de soi parce que je pense que moi, je suis pas très chaud des gens qui sont toujours des victimes. Victimes de ci, victimes de ci, victimes de ça. Oui, des fois, on a des bad luck. Puis des fois, on tombe sur des gens qui nous blessent, qui nous font reculer. Puis on garde du ressentiment. Mais ultimement, là, on n'est quand même pas dans un pays autoritaire et totalitaire. On est quand même libre de nos choix. Oui, on est conditionné. Et ça en est un héritage. Ben, c'est ça. On parlait tantôt de ceux qui nous ont précédés. Parce que d'ailleurs, c'était un commentaire qui revenait souvent sous les plumes de gouverneurs et des intendants de la Nouvelle-France en disant ils sont bons tireurs, ils se débrouillent bien dans le bois, ils sont très autonomes, mais ce qui vient avec ça, c'est qu'ils sont bien indépendants. C'est dur de les gérer, ce monde-là. C'est ce qu'ils disent, hein? De Jean Talon jusqu'à Montcalm. Ils disent ça constamment. Ils disent, les Canadiens, là, sont pas reposants. Ils font à leur tête, sont têtus, sont un peu vantards. Il y a des commentaires assez drôles. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de ça. Mais en effet, quand tu es sur une terre tout seul, il faut que tu te débrouilles. C'est sûr que le sens de la liberté, tu le développes. Mais oui, vivre, c'est agir par soi. C'est une maxime, moi, qui m'a beaucoup inspiré et qui vaut pour les individus comme pour les peuples. Ça me paraît que tu mentionnes cet aspect-là parce que tu dis aussi que ton militantisme était porté par, oui, l'idéalisme, mais aussi parfois par l'ego. Tu te retrouves, donc? Écoute, c'est-à-dire que ça, le militant type, mais ça aussi, je voulais faire comprendre la psychologie du militant. C'est-à-dire que les militants se présentent souvent à nous comme des gens qui sont totalement vertueux. Dévoués à la cause, quelle que soit la cause. Hein? Oui. Et en voulant dire, on est des êtres un peu moralement... Les congrès sont remplis de gens comme ça. Ah ben oui, on est un peu moralement supérieur aux gens qui sont dans leur salon à écouter la TV et qui pensent juste à eux. Nous, on pense à une cause, à la communauté. Mais attention, les militants, c'est des êtres humains comme les autres. C'est-à-dire que oui, ils sont sincères dans leur engagement, mais ils ont leurs ambitions, leurs agendas, puis ils veulent faire de l'ombre parfois à un adversaire, puis là, il y a de la concurrence, puis qui va écouter le chef, puis le ministre, puis moi, je pousse une idée. C'est des êtres humains. Mais en même temps, je me souviens de François Mitterrand disait les gens qui pensent que la politique, c'est la querelle, allez dans n'importe quel club de ping-pong, puis il y a deux personnes qui se disputent pour être président. C'est l'ego, c'est la nature humaine. Puis une fois que tu as compris ça, je veux dire, tu sais, des fois, des gens qui vont me dire d'un tel, lui, tu vois, il y a un gros ego. Ben, j'espère qu'il y a un gros ego. Il va être président de ça ou il va être député. J'espère qu'il y a une bonne idée de lui-même ou d'elle-même. Donc, l'ego, comme nécessité oui, aussi, des fois, ça peut être bien canalisé. Mais ça peut être dangereux. C'est ça. Il faut savoir, puis il faut avoir des bons amis pour nous dire, là, tu pousses un peu fort, puis tu sais, il faut avoir des gens proches de nous pour nous mettre en garde parfois contre nous-mêmes. Ouais. Donc oui, il y a de la vertu, mais dans l'action politique, il y a une forme de désintéressement qui est vrai, là, qui est réel. Mais on est tous un composite un peu des deux, selon moi. Tu sais? À ton époque. Dans nos vies, là, même ordinaires. Tu sais, oui, puis je trouve ça fascinant parce que j'étais en train de nous faire une carte de l'engagement du militant. Une des meilleures que j'ai eues, puis je veux dire, ça fait 8 ans qu'on fait le podcast des engagés publics où on cherche à décortiquer cette motivation-là à l'engagement. Puis cette notion-là de l'ego revient régulièrement, mais jamais personne me l'amène. C'est tout le temps moi qui dois la mettre sur la table. Ben oui, mais c'est ça. Mais moi, je veux dire, comme je suis pas en politique active, je me sens bien plus à l'aise d'en parler. C'est sûr que si j'étais ministre ou député, c'est gênant, tu sais. Puis oui, je voulais être nommé, là. Bon. Oui, mais avec le recul, tu sais, puis je pense si on a une vision réaliste de ce que sont les êtres humains, on est un peu les deux. Faut voir ça comme ça. Oui. Il y a une part de nous
désintéressés et engagés. Puis il y a une part de nous qui, oui, on a nos ambitions, on a nos agendas. Je trouve que c'est en ligne directe avec vivre, c'est agir par soi, en quelque sorte. Mais là, je veux poursuivre mon chemin parce que je veux avancer encore. Ben oui. Il y a toute cette dynamique-là interne, puis il y a un lien, de toute façon, en plus, avec ce qu'on disait là. Il y a toute cette dynamique-là interne que tu expliques à l'époque au PQ envers les jeunes militants. C'était quoi Comment étaient perçus les jeunes... Ah, OK, intéressant. Alors, le Parti québécois, là, c'est pas faux quand on dit... Le Parti québécois a été... Les leaders du Parti québécois au début, c'est pas des boomers. C'est des gens nés dans les années 20, 30, c'est Lévesque, Camille Lorrain, Jacques Parizeau. C'est pas des baby boomers, c'est eux les fondateurs. Mais... le parti est investi massivement par des baby boomers. C'est-à-dire, quand tu vas dans les congrès de jeunes, tout le monde le dit à l'époque, les congrès du PQ, parce qu'au début, il y en avait à tous les années des congrès. Imaginez-vous l'organisation, 70, 71, 72. Il paraît que c'était des foires de jeunes. Il y avait juste des jeunes. Fait que c'était absurde de créer une aile jeunesse du Parti québécois dans les années 70. Parce que là, le monde disait, de quoi tu parles? On est tous des jeunes présidents de comté, députés. Bon, alors là, sauf que le Parti québécois a pris de l'âge. Les boomers ont vieilli. Et là, on arrive au tournant des années 90 et l'aile jeunesse qui défraie les manchettes, c'est la commission jeunesse du Parti libéral. Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Vous étiez outstagé par... complètement, parce que eux autres, ils étaient en réaction. Puis ils brassaient. Ils brassaient en titi. Mario Ils étaient bons, là. Michel Bissonnette, Mario Dumont, ils étaient bons. Ils comprenaient comment fonctionnaient les médias. Ils étaient tout le temps en première page. Les journalistes adoraient ça, parce que là, il y avait de la controverse. Il y avait des jeunes qui brassaient leur parti. Fait que là, ils se tournaient vers les jeunes. Ils disaient, y en a-tu des jeunes péquistes? Ça existe-tu, tu sais? Puis on avait un peu cette réputation là d'être des jeunes dociles, où on n'existait pas, où on n'était pas là. Puis moi, je me disais, notre rôle à nous, de notre génération, la génération X, qui sommes dans l'aile jeunesse, c'est de montrer que non, il y a une jeunesse active, militante, présente, influente, aussi au Parti québécois, mais à l'intérieur du Parti québécois, on faisait face à des boomers qui avaient du mal à souffrir notre existence parce qu'on leur rappelait qu'eux vieillissaient. Il y avait de ça aussi. T'sais. Un boomer, il n'aime pas ça se faire dire qu'il vieillit. C'est la jeunesse éternelle, disait François Ricard dans La génération lyrique. Donc, il y avait de ça. Donc, on se heurtait à beaucoup de résistance de la part souvent de boomers qui disaient « Vous représentez personne, vous représentez juste des étudiants, vous n'êtes pas la vraie jeunesse, ou vous n'êtes pas assez des vrais jeunes, dans le sens que quoi, c'est des squeegees, la jeunesse? Il faut aller au faux-fun électrique à tous les soirs, quoi, c'est avoir un anneau dans le nez, c'est quoi être jeune? » On dirait que pour eux, c'était ça, des vrais jeunes. Puis nous autres, on était plutôt straight, militants, on était à notre affaire, peignés sur le côté, je sais pas quoi, mais on n'était pas les jeunes attendus. Je pense à une Monique Simard, qui était très à gauche aussi, qui vient du milieu syndical. Alors, donc, on se heurtait à ça, et moi, je me disais, notre rôle, c'est de montrer que non, on est là, que le PQ, que l'aile jeunesse, c'est pas un carré de sable où on amuse, là, on fait du temps, puis on remplit des salles pour applaudir. Pour applaudir. On peut être là. Montrer les jeunes. Exactement, tu sais, on a des fonds de scène, là, tu sais, qu'on peut être là pour amener des nouvelles idées. Fait que c'est un peu le mandat que je me donnais à l'intérieur du parti, mais c'était pas facile, il y avait de la résistance. Puis il faut rappeler aussi, juste, je termine là-dessus, que René Lévesque était farouchement opposé à l'idée même d'une aile jeunesse, René Lévesque. Parce que pour lui, une aile jeunesse, c'était juste des tremplins pour des jeunes ambitieux. Tu sais, il y avait un parti, des membres, puis c'était correct. Pas besoin d'une aile pour ci, une aile pour ça, un comité pour les aînés. Lui, il avait une vision, disons, jacobine d'un parti. Jacobin, tu sais, c'est un chef, une direction et des membres. Et puis, on fait pas de distinction hommes, femmes, jeunes, immigrés, tout ça. Il y avait cette vision-là du parti. Et pour lui, les ailes jeunesse, c'était des ambitieux qui s'emparaient de ça pour se faire valoir. Alors, c'est sûr qu'on héritait de ça. Mais M. Parizeau, il pensait pas comme ça. M. Parizeau, il jugeait que c'était important qu'on ait nos coups des franches. Il nous a toujours respectés, il nous a toujours encouragés. Évidemment, si on le critiquait publiquement, il n'aimait pas ça. Il fallait trouver une façon. Mais il n'aimait pas ça parce que ça faisait... Comme il disait, des sideshows, hein? C'est comme ça qu'on disait ça dans le monde de communication, de faire un sideshow, puis ça faisait de bisbilles. Mais en gros, j'ai toujours senti... Des distractions, merci. Mais en gros, j'ai toujours senti qu'il soutenait une aile jeunesse forte et avec des idées.
Ouais. Tu racontes des anecdotes savoureuses dans le livre qui font sourire. Donc, entre autres, une désillusion face aux réalités concrètes du militantisme. C'est pas toujours, justement, comme tu l'évoquais tantôt, dans les grandes idées nobles. Non, les grands discours, les grandes idées. T'as cette anecdote-là du biscuit feuille d'érable qui s'était retrouvé dans les... Peux-tu nous l'expliquer dans les propositions? Ça, c'est un exemple où des fois, tu perds du temps là, dans des chicanes internes, puis tu dis, hey, vraiment, on perd notre énergie. Alors, on avait un grand congrès, un grand rassemblement de jeunes péquistes à Saint-Hyacinthe. On était en mars 95. Et comme dans tous les rassemblements ou congrès, les instances de régionales, locales nous envoient des propositions. Puis on fait un cahier de propositions. Ouais, ça, c'est encore très concret. Puis des fois, il y a des bonnes idées. Des fois, il y a toutes sortes d'idées. Puis on filtre un peu. Mais là, il y avait une couple de gars, de militants. Je dis, c'était des gars, c'est pour ça que... C'était des blagues. Et ils disaient, on va faire une blague, on va dire que dans un Québec souverain, il y aura encore des... On va continuer à avoir des biscuits feuilles d'érable. OK, inquiétez-vous pas. Ça se voulait drôle, ça se voulait comique. Mais moi, là, je vois l'argent qu'on a mis. Tu sais, je vois l'argent qu'on met pour un congrès. Je vois le travail, l'effort, la rigueur. Puis là, je pense à la nouvelle du lendemain. Tu sais, les jeunes péquistes promettent des biscuits. On aurait une gang de clowns, tu comprends? Puis là, j'appelle le responsable, je dis, écoute, ta résolution, là, elle sera pas dans le cahier. Oh, là, le national, puis c'est épouvantable, on nous brime. Ça, c'est très péquiste en passant, là. Et voilà, bien sûr. Alors, je disais, c'est drôle, parce que c'est des gens de Québec. Alors, ils disaient, c'était écœurant Montréal qui décide tout, puis ça. Écoute, tous les c'est tout. Je m'excuse, là, mais là, ça n'a juste pas de bon sens, là. On peut-tu mettre ça de côté? Finalement, ils avaient avalé à couleuvre, puis on était passé à travers. Mais le temps que j'ai passé là-dessus... En même temps, il y avait une image intéressante. Oui, c'est pour c'était ceux drôle. qui avaient peur de perdre toutes les... Ben oui, je le sais. Mais en faire une proposition adoptée en bonne et due forme, ouais. C'est sûr que là, on aurait fait rire de nous. Une belle on image. dit, hey, c'était dit que c'est sérieux, les jeunes péquistes, ça débat sur les biscuits feuilles d'érable. Tu sentais comment l'énergie en début de campagne à ce moment-là? Écoute, durant l'hiver 95, c'était la déprime totale. Oui, c'est ça, ça n'a pas commencé. C'était la déprime totale. D'abord, un élan. Le PQ se fait élire avec 44 des voix. Là. On est loin du 50 et puis avec seulement 15 000 votes de plus que les libéraux. Fait que, tu sais, les libéraux s'étaient soufflés, là. C'était 9 ans de pouvoir, avec un chef, c'était Daniel Johnson. Puis il avait quand même obtenu presque le même nombre de votes que le PQ. Alors là, déjà, cette victoire-là nous laissait un petit goût amer. Et puis là, on arrive à l'hiver 95, gros sondage de Radio-Canada, 3000 répondants, c'est rare, autant de répondants, et le résultat était épouvantable, 40 pour le oui. Donc, le résultat de 1980. T'imagines? On dit tout ça pour ça. Tu sais, on a eu Lac-Meech, on a eu Charlottetown, l'élection du Bloc. Puis là, on se retrouve avec un score identique à 1980. On était déprimés. Vraiment, c'était pas évident. Puis donc, quand il y a de la déprime, ça crée de la nervosité, puis on cherche des coupables. Puis là, ben souvent, un mouvement, on se tourne vers nous, puis on dit, bon, ben ça, c'est pas bien, puis on cherche des coupables, des boucs émissaires. Pourquoi ça lève pas? Alors, c'était un climat tendu, désagréable, et là, on se demandait ce qui allait se passer. Puis donc, dans un contexte comme ça, c'était plus vraiment envisageable de tenir un référendum au printemps, parce que c'était ça le plan initial de M. Parizeau, de tenir un référendum au printemps 1995. Et donc, lors du rassemblement des jeunes péquistes à Saint-Hyacinthe autour de mars, il va finalement avouer qu'il n'y en aura pas au printemps de référendum, que ça ira plus tard. C'est ça qui est la grande manchette. Et à l'automne. Et là, ben, entre-temps, il y a le fameux congrès d'avril 95 du Bloc québécois. Puis là, on a un miraculé, Lucien Bouchard. Un miraculé, je pense qu'il faut l'expliquer pour les plus jeunes, ça. M. Bouchard qui avait dû se faire couper la jambe pour échapper à une infection, puis qui s'était remis de ça. En quelques mois. Avec un courage incroyable. Exemplaire, inspirant, en fait. Très inspirant. Ça a eu un impact concret sur la suite de l'histoire. Absolument. Donc, Lucien Bouchard, il a fait preuve. Il a passé à 2 cheveux d'y passer, parce que c'est une bactérie qui montait dans son corps, puis ils ont coupé sa jambe, sinon ça allait monter puis toucher ses organes vitaux.
Donc, on a eu la frousse. En 24 heures, on pensait qu'il allait y passer, là. Il y a eu un 24 heures où le Québec retenait son souffle. Finalement, il s'en sort, il se réhabilite, mais en même temps, il sort de ça avec une sorte de sentiment d'urgence. Il est conscient qu'il a une grande popularité, que les gens lui font confiance, et il a une crédibilité que n'a pas M. Parizeau pour les électeurs plus modérés. Tu sais, qui aimerait ça, une reconnaissance du Québec dans le Canada, un Mitch plus, quelque chose. Hein? M. Bouchard, elle allait leur dire, écoutez, moi, j'ai essayé, j'ai joué dans ce film-là. D'où après avoir négocié. J'ai cru, exactement, il était membre du gouvernement de Brian Mulroney, il croyait au lac Meech, il avait démissionné parce que ça n'avait pas fonctionné. Donc, il était crédible. Alors, il arrive au mois d'avril 95 et il dit, là, il faut que le projet souverainiste prenne un virage. On appelait ça le congrès du virage. Donc, faire un référendum sur l'indépendance pure et dure, ça marche pas. Les Québécois sont pas preneurs pour ça. Il faut que le projet de souveraineté soit assorti d'un projet de partenariat avec le Canada. M. Parizeau, il dit, mais on n'en a pas besoin. On a le libre-échange. C'est comme ça que raisonnait M. Parizeau. On a le libre-échange. Vous voyez, ça aussi, ça fait des échos avec maintenant. On a le libre-échange, on n'a plus besoin du marché canadien, on a accès au marché américain. Advenant un oui, il n'y a aucune raison que les États-Unis disent non à reconduire l'entente de libre-échange. Peut-être que c'était faux, mais en tout cas, c'est ça qui était présumé à l'époque. Donc, on n'a pas besoin de ça. Peut-être que c'était vrai aussi. Exactement, on ne le sait pas. Et là, sauf que là, ça, c'était la réflexion de M. Parizeau. Et là, au départ, tout le monde dit, ben oui, un virage, pas vraiment un virage. Oui, s'il y a un libre-échange avec le Canada, on est pour. Fait que là, M. Bouchard sentait que le spin, c'était, oui, on banalisait un peu ce qu'il proposait. Fait que là, il va donner une entrevue le lundi suivant son congrès. Et il dit, écoutez, là, si moi, là, mon projet, là, c'est pas intégré, là, c'est pas sûr que je vais faire campagne pour le prochain référendum. Là, crise majeure, là, il va pas faire campagne. Lucien Bouchard, le miraculé, il faut qu'il soit dans la partie, il faut qu'il fasse partie du trio du rassemblement. Fait que là c'était la crise absolue. Là, moi, j'assiste à une réunion d'exécutif national 2 jours après cette déclaration. M. Parizeau était un peu sous choc. Mais il discutait. Mais au lieu il n'était pas un homme malveillant. J'en ai parlé avec son biographe, Pierre Duchesne. C'est pas un homme qui était malveillant, Jacques Parizeau. C'est pas quelqu'un qui passait sa vie à médire des autres. Et ça, moi, je le connaissais pas très intimement, mais Pierre Duchesne me confirmait ça. Il a fait je sais pas combien d'heures d'entrevue avec lui. C'est un homme qui était sur les idées. Fait que là, il nous avait fait un cours de macroéconomie lors de l'exécutif national pour dire, on n'a pas besoin de ça. Puis il nous expliquait. Très inspirant. Puis là, il nous disait, puis là, ça m'a rappelé une phrase de Eleanor Roosevelt que j'avais lue quelque part. Les petits esprits parlent des autres, les moyens esprits parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Et lui, il était un grand esprit. Donc, là, on était sortis de réunion en sachant pas trop ce qui allait se passer. Et puis là, ben, finalement, de fil en aiguille, les entourages se sont parlé, parce que là, à défaut des chefs, parce qu'il y a de la tension, les entourages se parlent. Et là, on a abouti à une entente qui a pris tout le monde par surprise. Les négociations ont mené à une entente qu'on a appelée l'entente du 12 juin, qui est dans la question référendaire. Ça, c'était une entente brillante, quand on y pense, qui m'a été pour moi une grande leçon de politique, de compromis politique. C'est qu'un bon compromis politique, tout le monde gagne. Pour vrai, un bon compromis politique, tout le monde gagne. M. Parizeau gagnait dans le sens où le référendum allait donner à l'Assemblée nationale la possibilité de faire une déclaration unilatérale d'indépendance. Autrement dit, contrairement à René Lévesque, on n'allait pas commencer des négociations et revenir à un autre référendum. C'est un référendum exécutif. Ce référendum donnait à l'Assemblée nationale le pouvoir de proclamer l'indépendance. Sauf que l'entente disait, oui, mais avant de faire ça, on va négocier pendant 1 an un partenariat avec le reste du Canada. Donc, la proposition Bouchard-Dumont. On va négocier de bonne foi un partenariat économique et peut-être un peu politique, parce que il faut créer une institution pour régenter tout ça. On va créer un partenariat. Et mettons, après 1 an, là, on a une entente. Ben, on signe l'entente et on déclare l'indépendance. Après 1 an, il n'y a pas d'entente, on n'a pas été capable de s'entendre, on déclare l'indépendance. Donc, tout le monde gagnait. Et là, même M. Parizeau avait dit, on va créer un comité aviseur, parce que si vous ne me faites pas confiance, il va y avoir un comité qui va superviser les négociations, qui est pas, ça sera pas moi. Et donc, c'était ça l'entente du 12 juin. Rick, aujourd'hui,
J'ai l'impression, tu sais, je regarde ça, puis il y en a qui pourraient être tentés par encore une stratégie semblable. Mais selon toi, puis là, je te demande de te commettre au-delà de l'histoire, mais est-ce que ça serait quelque chose qui serait encore possible ou ce qui a été les dernières années nous ont simplement démontré que la volonté de négocier ne sera pas... Exact. Oui, c'est plutôt... c'est plutôt... Autrement dit, reste-tu juste déjà l'indépendance comme solution? Oui, mais en fait, je vois pas d'autres options que l'indépendance ou ratifier la Constitution de 1982. Sans les 5 conditions? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'appétit pour ça. Je ne sais pas si au terrible. Canada anglais... oui. On entend parler, ça me je le sais. Je le sais, d'autant qu'aucun gouvernement, libéral, caquiste compris, ont signé 82 depuis que la Constitution est en vigueur. Mais l'idée, on dirait, commence à vouloir comme un couteau à huître. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que là, en gros, c'est ça les deux options. Et... et le problème, c'est que là, c'est pour ça qu'en 95, on était tous à chercher des solutions pour essayer de sortir de cette impasse. Ben nous, les jeunes péquistes, on avait dit, mais peut-être qu'au fond, plutôt que de demander aux Québécois de dire oui ou non à une question, peut-être qu'on devrait plutôt les mettre devant les véritables options qui se présentent. Ça vient du groupe jeune, ça. Ben nous, à l'époque, on avait proposé... on avait fait cette proposition-là. Évidemment, le parti était fâché. On était sortis publiquement. Qu'est-ce que vous faites là? C'est un sujet... Mais M. Parizeau nous avait backé, heureusement. Il avait dit, c'est une bonne proposition, ça mérite de réflexion. Et donc, on disait, au fond, il devrait y avoir une question à deux volets. Voulez-vous l'indépendance telle que stipulée par l'entente du 12 juin ou voulez-vous signer 82? C'est ça les vraies options. Et là, on place les fédéraux devant... Ils doivent défendre leur option, là. Puis ce qui nous a amené à la loi sur la question, ou là, toutes les discussions autour de la question référendaire. C'est ça, voilà, la fameuse question. Ils n'en veulent pas. Voilà, alors là, on se disait... Il y a eu une manipulation de la question. Oui, alors là, on se disait, ça serait peut-être une option. Puis je continue à penser que c'est peut-être pas bête de proposer aux Québécois les véritables options. Puis en passant, je pense que oui. Terre-Neuve est entrée dans la Confédération comme ça. Alors, Terre-Neuve, on a proposé aux Terre-Neuviens une question à 3 volets. Vous avez 3 choix. Le Canada, l'indépendance de Terre-Neuve ou le maintien du lien impérial avec la Grande-Bretagne. Alors, donc, on va faire un référendum en 2 tours. Donc, les 2 premiers qui gagnent, on fait un deuxième référendum, puis on tranche entre les 2. Alors, ils sont entrés dans le Canada comme ça. Donc, pourquoi on ne pourrait pas sortir du Canada? Ça, oui. Pourquoi pas? Ben voilà. Donc, c'est quoi les options? Alors, le problème avec, mettons, les gens voudraient me dire, oui, mais la troisième option que les Québécois privilégieraient serait une reconnaissance. Oui, mais encore faut-il qu'il y ait un répondant. Si on propose aux Québécois un genre de Meach Plus, une reconnaissance formelle dans la Constitution, encore faudrait-il que le Canada montre de l'intérêt pour ça, montre une ouverture pour ça. Mais je pense qu'on est loin de ça, là, en ce moment. Donc, voilà. J'aurais aimé ça t'entendre plus encore sur le tandem Parizeau-Bouchard, mais... Oui, le temps file. Non, écoute, quoi? C'est fini. On est rendu à la conclusion. C'est fini, mais non. Mais je peux pas. Moi. Non, je vais l'étirer, je vais trouver une façon. C'est ça qui est plate. Les podcasts, il n'y a pas de format. C'est vrai. On pourrait s'asseoir puis parler. T'as pas un régisseur qui dit on doit passer à la pause commerciale. Mais moi, j'ai un problème. Oui. Écoute, c'est drôle de l'amener comme un problème. C'est qu'on est diffusé à Cube. Puis oui. on a quand même une place. Ben oui, évidemment. Mais je te dis, ils sont parlables. Là, je regarde la caméra. Ils sont parlables. Quand on a un bon épisode, on peut étendre. Puis je pense que là, on va étendre un peu. Mais il faut que j'avance. Oui, je t'en prie, vas-y. On va déborder de notre 55-57 minutes habituelles pour aller... en fait, je voulais t'entendre sur la lente défaite du 30 octobre qui s'est vécue en direct. C'est le même que tu l'expliques. Oui. Écoute, c'était le supplice de la goutte. C'est toujours l'image qui me revient, c'est-à-dire de voir ton avance fondre durant la soirée. Mais ça a été très difficile. Mais le regret que j'ai, c'est que... Puis là, je m'inclus là-dedans parce que je pense que j'étais... Peut-être le défaut des souverainistes, c'est d'être gagné ou habité par ce que je dirais le mythe du grand soir. Il y a un avant, puis un après, puis il y a une ligne de séparation des eaux.
Alors que beaucoup de peuples, ils ont fait des progrès souvent par petits pas, en rusant un peu, et puis des fois, ben là, il y a une brèche, puis là, on prend la brèche. Alors que les souverainistes, on a un peu ce syndrome du grand soir, du tout ou rien. Soit on gagne, puis c'est l'épiphanie, puis le rêve est possible, soit on va dans un état un peu de prostration, on est dépressif, c'est fini. Il y a beaucoup. Alors, on n'a pas su penser le résultat de 95. On n'a pas su appréhender mettons, une défaite ultra serrée comme celle-là. Et je vous raconte une anecdote. En 2015, il y a un colloque à l'Université Laval, et il y a Benoît Pelletier. Benoît Pelletier, je le rappelle, il était ministre du gouvernement Charest. On l'assimilait à l'aile nationaliste du Parti libéral du Québec. Mais en 1995, c'est un jeune professeur de droit constitutionnel, invité, on est à Cube, invité par TVA à commenter les résultats et advenant un oui, qu'est-ce qui se passe sur le plan constitutionnel? Et donc, Benoît Pelletier nous raconte qu'il est en studio. Et lui, maintenant, évidemment, à l'époque, il n'affichait pas ses convictions politiques, il était neutre, il était professeur d'université. Puis là, il voit le résultat. Il nous raconte ça en 2015. Il dit, je vois le résultat. Il dit, moi, dans ma tête, c'est une victoire incroyable. Le Québec n'a jamais eu autant un rapport de force avec le Canada pour que les choses changent, pour briser le statu quo. Puis là, il dit, je vois Parizeau arriver, puis je le vois faire son discours. Et là, je dis, j'ai compris la psychologie des souverainistes. Puis il nous sort ça, cette idée du grand soir. Ça m'a beaucoup marqué, ça, cette conférence-là. Et ça m'a comme... ça s'est déposé en moi, puis je me suis dit, en effet... Et c'est pour ça que j'admire, mettons, Jolin Barrette. C'est-à-dire, Jolin Barrette, tu sais, il est rusé, il trouve des moyens d'aller chercher, de grappiller, sans faire de révolution, avec le cadre qui est le nôtre, puis quelqu'un comme Patrick Taillon, le professeur de droit aussi, qui a plein d'idées. Quand j'écoute des fois ses chroniques, j'écoutais ses chroniques à Antoine Robitaille, il y a beaucoup d'idées. Alors, autrement dit, on n'est pas démunis non plus, là. On est peut-être dans le Canada, on n'a peut-être pas l'État indépendant que des souverainistes comme moi rêvent, mais on n'est pas non plus complètement démunis, là. On a des outils, on a un Parlement, on peut faire des choses, et je me dis que ça, c'est quelque chose, c'est une leçon à retenir pour la suite, pour le combat québécois avec un grand C. Ben, en fait, ça répond un peu à cette crainte-là ça serait donc terrible perdre. Oui, on ne peut pas aller dans un troisième référendum parce qu'on n'a pas les moyens de perdre un troisième référendum. Exactement. Es-tu en train de nous dire qu'on a les moyens de perdre? Je dis, ce qui est important, c'est la démarche. J'ai pas, là, je suis pas un stratège, je suis pas un tacticien. J'ai confiance en Paul Saint-Pierre Plamondon. Je veux dire, c'est des gens intelligents, mais en tout cas, il faudrait montrer de l'ouverture, puis peut-être justement ne plus être pris dans ce syndrome du grand soir. Ça, c'est la conclusion que je tire 30 ans plus tard. Et je dis, et c'est facile d'être le gérant d'estrade après, là. Mais sur le coup, j'étais gagné par ça et j'étais moi-même extrêmement déprimé. Ça a été difficile après. Ben oui, puis ça nous amène à ce fameux vide-là que tu évoques encore une fois. Ouais. Tu nous parles de le vide du lendemain référendaire. C'est vrai qu'on l'a vécu beaucoup. Comme ça, on s'en relève à peine, en réalité, imagine. 30 ans plus tard, ça occupe la psyché collective. Oui, exactement. Puis c'est parce que pour beaucoup de gens de notre génération, ça avait donné aussi, dans un plan plus existentiel, un sens à nos vies. On avait trouvé une sorte de sens à travers ça, un engagement plus grand que nous. C'est quelque chose de plus grand que nous. On participe à une grande aventure collective. Puis là, c'est comme du jour au lendemain, on se retrouve un peu devant rien. On est un peu devant ce vide. Et donc, c'est aussi une sorte de vide existentiel. Et bon, alors, on s'en remet. Hein, on a d'autres projets, puis on n'est pas démunis. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sais maintenant, je le sens quand j'en parle à d'autres, que ça a été vécu beaucoup comme ça par beaucoup de gens de notre génération. Et c'est pour ça aussi que c'est peut-être un sujet sensible encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont, par exemple, il y avait le documentaire de Carl Leblanc, Jour de référendum, qu'on peut voir sur tout.tv. Puis il y a des gens qui m'ont dit, j'ai revu ça, puis j'ai arrêté après 20 minutes. C'était trop douloureux. Trop mal. Oui. J'ai l'impression que ce que j'entends, je me dis, on dirait que c'est la raison pour laquelle la suite, à savoir est-ce que cette ferveur-là peut revenir, ne peut être portée que par une nouvelle génération. Ah oui, indéniablement. Il faut avoir des énergies nouvelles.
Tu sais, faut des énergies nouvelles. Et puis, oui, absolument, ça peut pas être... non, il faut tout le monde. Hein, c'est un projet intergénérationnel, mais c'est sûr que les énergies nouvelles, un regard nouveau, un élan, tu sais, les jeunes artistes là, qui s'affichent, c'est beau. Alors, oui, c'est très important. Et alors, il faut les deux. Il faut une certaine expérience dans ce mouvement-là, mais cette énergie-là est très importante. Parce que, écoute, moi, j'ai un phénomène ici aux engagés publics qui me marque parce que ça arrive régulièrement. C'est des gens ici assis sur la chaise où tu es qui me disent qu'ils n'ont pas voté en 95. Puis à chaque fois, pour moi, c'est un choc. Oui. Comme si... non, c'est drôle que tu me dises ça parce que Carl Leblanc, quand il m'a approché pour le documentaire, Carl Leblanc était un peu plus vieux que moi, peut-être 58, 60. Il me dit, te rends-tu compte, Éric, là, que les gens, en ce moment, qui ont que 48 ans et moins, n'ont pas voté? C'est incroyable. C'est un choc. On le réalise pas. Non, on le réalise pas. C'est vraiment un choc. Je tombais en bas de ma chaise quand il m'a dit ça. Pourtant, c'est évident, j'aurais dû le savoir. Ah oui. Mais on le réalise pas. T'sais, c'est ça, vieillir aussi. Hein? C'est qu'on se rend compte qu'on est les contemporains d'événements qui, pour les plus jeunes, sont de l'histoire. Ouais. Alors... c'est sûr que tantôt, quand on parlait de Gilles Barry puis de Camille Sanson, là, on a perdu un paquet. C'est dommage. J'aurais dû rester. Ouais. mais écoute, c'est fou. Là. Moi, j'entends ça des fois, puis là, on est comme ça en train de discuter, puis là, ils me disent qu'ils n'ont pas voté. Oui. À chaque fois, je suis comme, oh my God. Puis ça justifie, je trouve. Oui. Alors donc, je comprends donc Paul Saint-Pierre Plamondon de dire, on va ramener ça avec, mais quitte à dire un référendum, parce qu'il faut mettre la question sur la table. Il faut mobiliser à nouveau. Je comprends l'idée, mais là, pour le reste, moi, je suis pas un politicien, j'écoute, puis je leur fais confiance. Merci beaucoup, Éric. Écoute, on n'a pas si pire. Hein? Je disais qu'on a débordé un petit peu, fait que j'imagine que ça va bien passer auprès du patron. Écoute, moi, je travaille pas pour Cube, hein, je peux le préciser. C'est juste qu'ils acceptent de diffuser les engagés publics, puis merci. Je suis vraiment content. C'est un honneur pour moi qu'il y ait j'allais dire une antenne publique, mais encore là, ça trahit notre âge, mais en tout cas, qu'il y ait une marque médiatique dominante qui accepte de diffuser les engagés publics. Moi, j'en suis qu'honoré, mais j'ai rien à voir avec avec Cube. Par contre, évidemment, je m'assure que mon format rentre dans la plage qu'il me donne. On parlait des années de ferveur 1987, 1995. Chez Boréal, ça vient de ressortir. Je fais pas ça d'habitude de promo, ou j'ai l'air de faire de la promo, mais c'est parce que je pense que là, ça vaut la peine parce que ça répond très spécifiquement à un élément d'actualité. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.